Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à ce nouveau rendez-vous politique. Eh bien, vous le savez, depuis dimanche 5 novembre dernier, la Commission électorale nationale indépendante a publié son calendrier électoral concernant les élections générales en République démocratique du Congo. Et c'est le 23 décembre 2018 qu'auront lieu les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales. Mais on se pose la question, comment financer ces élections? Des élections, oui, mais avec quelles ressources? La RDC est-elle capable de financer elle-même ces élections ou devra-t-elle recourir absolument à la communauté internationale? Lorsqu'on pose des problèmes des ressources, eh bien, ça nous ramène à l'économie pour savoir si l'économie du pays aujourd'hui permet à ce qu'on puisse organiser ces élections. Quel est l'apport, par exemple, du secteur minier dans l'économie nationale? Qu'en est-il de la révision du projet de loi concernant la révision du code minier? Nous allons parler de toutes ces questions dans cette émission et quelles sont les réformes, bien sûr, à engranger dans les secteurs économiques pour garantir une certaine stabilité macroéconomique, mais aussi une certaine stabilité sociale ici en République démocratique du Congo. Nous allons parler de tout ça ici. Nous sommes au Temple de la démocratie, au Palais du Peuple, avec le député national Patrick Tanzi Madrandele. C'est avec lui que nous allons nous entretenir, pratiquement sous l'arbre à palabres. Bonsoir, honorable. Bonsoir, Alain. Très heureux de vous recevoir pour la toute première fois dans cette émission Rendez-vous politique. Comment vous portez? Je vais bien. Finalement, le calendrier électoral a été publié. Vous, en tant que député national, ici de la majorité présidentielle, quel est votre avis, votre point de vue sur ce calendrier qui a été publié? Moi, étant que législateur, je ne peux pas faire beaucoup de commentaires. Parce que, suivant les accords, il y a une institution qui est mise en place, la CENSA, la Commission nationale de suivi, qui travaille, qui surveille à tout moment la CENI et voir les efforts du gouvernement afin d'aboutir à une élection crédible, apaisée et acceptable par tous. Si la CENI a publié son calendrier, je n'aurai pas vraiment beaucoup de commentaires à faire, parce que la CENI, c'est une institution indépendante. Il a ses raisons, sa technique de travail, il connaît le pays, il connaît la grandeur de les difficultés du pays, eh bien, il connaît comment ça va procéder, pourquoi il a fixé telle chose à telle date. Et là, vraiment, je ne peux pas faire beaucoup de commentaires. Ce que moi, étant que législateur, nous entendons, qu'on puisse nous transmettre à l'Assemblée la loi électorale ainsi que la loi sur la répartition des sièges, comme prévu, on va les traiter. C'est tout comme notre rapport pour la préparation de ces élections. Justement, on vous accuse, vous, députés, de traîner les pas concernant le vote de lois essentielles pour nous amener aux élections. Par exemple, vous avez cité la loi électorale, vous avez cité la loi portant répartition de sièges. Est-ce qu'on peut compter sur les députés nationaux pour voter rapidement ces lois? Oui, Alain, je vais vous dire une chose. Est-ce qu'on peut voter la loi de la répartition des sièges avant bien même que l'enrôlement se termine? L'enrôlement continue encore au Kasaï, au Grand Kasaï. Vous savez les problèmes qu'a connu nos provinces de l'ancien Grand Kasaï. Cela a permis que l'enrôlement se fasse en retard. Et compte tenu de tout ce temps-là, on attend que l'enrôlement prenne fin, qu'on puisse finaliser les fichiers et puis établir la proposition de loi de la répartition des sièges envoyée au Parlement. Et nous ne voyons pas pourquoi on va entraîner. Nous entendons à tout le temps, nous sommes là au service de la République. Nous sommes là, c'est notre travail de légiférer, nous attendons
Bon, dès que ça arrive, on va... oui. Ce calendrier de la CENI est assorti de plusieurs contraintes logistiques, techniques, mais également financières. On se pose la question, avec quelles ressources doit-on organiser ces élections? Bon, selon moi, vous savez d'abord que le monde entier traverse une crise. Ce que les Congolais font semblant d'ignorer. Je vous parle en tant que homme d'État. Je sais les difficultés que traverse notre pays. Nous avons traversé la ligne rouge et que le gouvernement fait tous ses efforts en fait de financer les élections. Parce qu'on ne peut pas se prétendre entendre de la communauté internationale. Nous avons vu les élections de 2012 qui étaient financées presque en majorité par le gouvernement lui-même. Je crois en l'État qui est congolais. Il y a un adage congolais qui dit Basombela Kaliboke ya Moninga Kwangate. Voilà, c'est-à-dire, nous, État congolais, nous devons d'abord compter sur nos propres ressources, malgré les difficultés. Je crois que le gouvernement se bat jour et nuit pour chercher les voies et moyens à financer la CENI. Mais cela ne peut pas embraser aussi la survie de la nation. La nation est obligée et contrainte à survivre. Mais les ressources de l'État, ça devrait provenir d'où? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la crise, mais avec un budget de 7 milliards, un si grand pays, ce n'est pas un budget de la honte quand même. Voilà, le budget de 7 milliards que vous disiez, je vais vous dire une chose, Alain. Je le suis souvent des critiques sur des réseaux sociaux, à la télévision, mais ça ne reflète pas la réalité. Le budget que nous votons ici au Parlement, si vous suivez chaque débat général sur la loi des finances, depuis que je suis élu, à partir de 2012, les députés réclament toujours sur l'intitulé. C'est le budget, donc c'est la loi des finances de gouvernement central. Ça n'a rien à voir avec les gouvernements provinciaux. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement provincial. Le comble, c'est quoi? C'est peut-être le problème de lenteur administrative, ou encore il faut faire tout pour améliorer. Parce que normalement, ce qui est prévu par la loi, les ETD, les chefferies, les communes doivent élaborer leur budget parce qu'ils ont les deux budgets. Ils doivent élaborer leur budget, envoyer à la province. Le budget de chaque province doit être voté et puis envoyé au niveau national, enfin maintenant de mettre un budget national. Et depuis que je suis élu, on ne fait que voter les budgets rien que de gouvernement central. Et quand vous me disiez 7 milliards, moi je dis c'est faux. Vous prenez les budgets de chez moi, du Haut-Ouélé, du gouvernement provincial du Haut-Ouélé, les budgets de Katanga, les budgets de Kasaï central, les budgets de Haut-Katanga, de Lualaba et d'autres provinces. Donc le budget national n'a vraiment rien à voir avec les budgets qui sont votés au niveau des assemblées provinciales. Chaque province a son budget. Qui ne dépend pas du budget national. Qui ne dépend pas du budget national. Il y a, si vous voyez les textes, il y a la loi de répartition de tâches. Le budget national, il y a des tâches, même qui sont dans des provinces, mais sont exécutées par le gouvernement central. Ok? Par exemple, l'armée, la police, ça c'est le gouvernement central. Mais il y a d'autres secteurs qui sont gérés rien que par la province, dont le budget émane à la province. Et on a parlé de la rétrocession, je crois, de 40%.
si je m'abuse, des 40%. Oui, ça c'est la LOFIP, ça c'est la loi de la finance publique qui régit les secteurs financiers de notre pays, qui recommande à ce que à chaque production de recettes mobilisables, parce qu'il y a des recettes mobilisables, il y a des recettes non mobilisables. Il y a des recettes qui appartiennent au pays. Ok? Je vous donne un exemple. La douane. Même si vous êtes à Kasumbalesa, cette douane-là, ce n'est pas la douane de Kasumbalesa ou de l'ancienne Katanga. C'est la porte d'entrée de la République démocratique du Congo. La douane de Matadi. C'est la douane, la porte d'entrée et de sortie de la République démocratique du Congo. L'aéroport d'Njili. C'est comme ça que vous voyez tous les services frontaliers sont à l'aéroport. C'est une porte d'entrée et de sortie de la République, pas de la ville de Kinshasa. C'est-à-dire que ces recettes-là sont gérées par les gouvernements qui devaient rétrocéder central. Au gouvernement. Voilà. Normalement, toutes ces recettes-là, il y a des calculs qu'on les fait. La LOFIP recommande chaque recette, province, on doit rétrocéder les 40%. Mais qui ne sont jamais arrivés. Bon, il ne faut pas faire des affirmations gratuites. En tout cas, si on en croit au propos des gouverneurs, de plusieurs gouverneurs qui tapent du poing sur la table pour dire qu'on ne donne pas les moyens de notre politique, ça n'arrive pas les 40%. Ça c'est un problème qu'il faut chercher à vérifier entre les relations entre les gouvernements centraux et les gouvernements provinciaux. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a aussi des conventions qui se signent entre le gouverneur. Vous savez, il y a chaque année la réunion de gouverneurs présidée par le chef de l'État ou encore, si le chef de l'État est empêché, le Premier ministre. Alors, il y a aussi d'autres conventions que eux s'entendent et remettent par exemple telle tâche ou telle partie compte tenu des difficultés du pays. Ok? Ça, ce n'est que normal pour les transactions. Ce sont les transactions qui se passent. Mais en réalité, chaque province a droit, c'est une loi, à 40% de sa production. Et qui doit, j'ajoute, la loi dit, qui doit être retirée à la source. Oui, mais ce n'est pas le cas en tout cas. Oui, ce n'est pas le cas. Selon nos informations, selon nos enquêtes, ce n'est pas le cas. Là, je confirme, je vous dis, je confirme, ce n'est pas le cas. Oui. Parce que toutes ces recettes arrivent d'abord ici, on ne retrocède pas comme il se doit. Peut-être sur papier, mais la liquidité ne se voit pas. Oui. Et on a parlé même d'une caisse de péréquation. Qu'en est-il aujourd'hui? Bon, le problème de la loi sur la caisse de péréquation, moi je suis membre de la commission rétrocession aux provinces à l'ECOFIN, à l'Assemblée. Cette loi-là, nous avons vraiment fort intéressé. Eh bien, on a voté cette loi-là, c'est transmis, mais selon moi, cette loi-là sera inapplicable. Parce qu'il n'y a pas moyen d'appliquer cette loi-là. Parce qu'il y a des provinces qui ne produisent absolument rien. Même si l'État arrivait à investir là-bas, ça sera incapable. Comment ça? Parce que quand même, il y a plusieurs ressources. Il y a des ressources... oui, il y a plusieurs ressources, c'est bien. Il y a des ressources environnementales. Il y a plusieurs sortes de ressources qu'on peut... C'est-à-dire Dieu a créé le bois, c'est une le monde. C'est une ressource, d'accord. Oui. Si vous avez les bois à l'équateur, d'accord. Ok. Ces bois-là sont avec les accords que nous avons signés avec la communauté internationale. Ok.
Vous savez que la communauté internationale réclame même que la forêt équatoriale devienne un patrimoine mondial. Vous voyez, il y a aussi des contraintes. On va jusqu'à même à demander la réduction de coupes de bois, de chauffage. Tout ça, ce sont des contraintes. Bien que la loi l'ait dit, mais il y a des difficultés. Vous ne pouvez pas me dire que le Nord Kivu, au Nord Kivu par exemple, ils ont les haricots, ils ont les maïs, le lac Kivu, ils ont, le gaz méthane dedans. Il y a les gaz maintenant. Écoutez, ça ce sont Et puis parlant les gaz ressources, méthane. il y a les terres arables. Les gaz méthane, c'est encore une potentialité. C'est aussi une source. Une potentialité. Oui. C'est encore potentiel. Ça, c'est le gaz. C'est-à-dire... Pendant que, je crois, au Rwanda, ils exploitent déjà. La comparaison n'est pas raison. La comparaison n'est pas raison. Nous sommes en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que nous faisons pour ne pas exploiter ce gaz? Bon, ça dépend de la gestion et de la stratégie. Chaque pays a sa façon de gérer et a sa façon d'exploiter ses minéraux. Si par exemple aujourd'hui, nous exploitons, le Rwanda exploite le gaz méthane, mais il y a certains Rwandais aussi qui peuvent demander au gouvernement rwandais pourquoi vous n'exploitez pas l'or comme en République démocratique du Congo. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que ce sont des ressources. Chaque État a sa politique de gestion d'exploitation. Mais est-ce que le péché au Congo ici, ce n'est pas parce que nous ne voulons pas, ou peut-être nous n'arrivons pas à diversifier comme il se doit notre économie? Je parlais tantôt des terres arables. L'agriculture, c'est une source de revenus. Mais j'ai l'impression que nous mettons beaucoup plus d'accent sur les mines ici au Congo. Alors que les mines, bon... Bon, il y a ceci. Il y a matières premières. Il y a ceci, je vais vous dire. Je crois, si vous avez suivi dernièrement le président de la République avait parlé sur la diversification de l'économie. C'est dans ce cadre-là. On ne peut pas seulement baser notre économie sur les mines dont les investisseurs viennent de l'étranger. Ça pose problème. Vous savez, en matière de développement, il faut d'abord arriver à combler les primaires. Les primaires, c'est-à-dire l'autosuffisance alimentaire. Donc l'agriculture. L'agriculture, ça passe par l'agriculture et l'élevage. C'est ça ce qu'on dit, le niveau de vie. Il faut atteindre le niveau de vie. Le niveau de vie, c'est-à-dire avoir une autosuffisance alimentaire, avoir accès à l'eau potable et aux soins primaires et à l'éducation, c'est tout. Et le reste, ça constitue la qualité de vie. Et nous, le comble, moi, ce que je trouve, étant que député, ce qui me fait mal, sans atteindre les niveaux de vie, nous voulons chercher la qualité de vie. C'est difficile. C'est-à-dire nous ne voulons pas d'abord avoir le minimum vital. Il faut d'abord qu'on stabilise les niveaux de vie des Congolais. Il faut d'abord qu'on stabilise les niveaux de vie que les Congolais aient l'autosuffisance alimentaire, aient accès à l'eau potable, aient accès aux soins de santé primaire, ok, et accès à l'éducation. Mais n'est-ce pas là la raison d'être des projets comme Bukangalonzo, par exemple? Oui, Bukangalonzo, bien sûr, mais il faut voir que Bukangalonzo n'a pas vraiment... Ça n'a pas marché. Résolu la situation. La situation. Parce que moi c'est un projet pilote. Hein? C'est un projet pilote, mais ça demande beaucoup d'argent. Vous savez, avec l'argent de Bukangalonzo, si on avait une politique agricole agréée par les gouvernements pour toutes les provinces, même le même montant là, ok, qu'on utilisait pour encadrer la population de la Siem Bandundu. La population rurale. Oui, la population rurale de Bandundu. Leur permettre d'avoir l'accès
à la livraison de leurs produits. Donc, des routes et des desserts agricoles. Voilà, des routes et des déserts agricoles, ça allait produire plus. Ça, je vous l'ai dit, franchement. C'est-à-dire, nous, Congolais, nous devons cesser à voir, parce qu'on a été en Europe, on a vu une maison à 12 étages. Au moment où nous n'avons même pas une maison en chambre, nous voulons construire une maison à 12 étages. Ça c'est un problème. C'est comme ça, moi, je dis, la comparaison n'est pas raison. Comme vous m'avez dit, ce qui se passe au Rwanda, ça c'est pour les Rwandais. Ce qui se passe dans notre pays, c'est la politique de gouvernement de notre pays. Nous ne pouvons pas en faire autrement. Mais alors, comment parvenir à avoir ces basiques? C'est-à-dire, par exemple, faire de l'autosuffisance alimentaire un cheval de bataille. Comment y arriver? Comment parvenir à stabiliser la situation sociale de la population? Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que la situation socio-économique est catastrophique.